Bonjour et bienvenue sur Pensée incandescente. Je suis Guillaume, Je suis Julien. et aujourd'hui, on va vous parler de soumission à l'autorité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe découvre avec stupeur l'horreur des camps de concentration. La prise de conscience de l'extermination de masse, orchestrée par le régime nazi, fait rapidement suite à l'incompréhension. Car si l'idéologie du national-socialisme a émergé dans la tête d'un seul homme, il est certain qu'Adolf Hitler n'aurait pu orchestrer son plan de purification de l'Europe sans une armada d'hommes et de femmes obéissant aux ordres. Meine Arbeit für richtig hältst und du glaubst, La mise en place du génocide à grande échelle n'aurait pu aboutir sans un ensemble de processus méthodiques impliquant de nombreux dignitaires, soldats ou même secrétaires qui n'étaient pas nécessairement partisans de l'idéologie nazie. bedauerlicherweise gebunden durch Fahneneid, auf meinem J'étais lié par mon serment d'obéissance et j'ai dû m'en occuper, déclara Adolf Eichmann lors de son procès en 1961. Il déclara également qu'il considérait la solution finale comme un acte monstrueux et non justifié. Et si l'on peut aisément douter de la parole de cet ancien dignitaire nazi, il n'en reste pas moins que son plaidoyer pose question. Est-il possible que des personnes saines d'esprit puissent se retrouver à accepter, à obéir à l'inacceptable? Cette question, le psychologue Stanley Milgram va s'en emparer et mettre en place, au début des années 60, un protocole lui permettant d'étudier la propension humaine à se soumettre à une autorité. De 1960 à 1963, à l'université de Yale aux États-Unis, le professeur Stanley Milgram proposa une série d'expériences sur l'apprentissage en faisant appel à des volontaires par des annonces dans un journal local. Il y était écrit: Nous vous payerons 4 dollars pour 1 heure de votre temps, dans le cadre d'une étude scientifique sur la mémoire et l'apprentissage, et 50 centimes pour tout déplacement. Il faut savoir que les 4 dollars de l'époque représentaient l'équivalent de environ 40 euros actuels. Cette somme leur était versée dès que les personnes arrivaient au laboratoire, au début donc. Les participants étaient des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, issus de tous les milieux socio-professionnels et avec différents niveaux d'éducation. Une fois que Milgram et son équipe recevaient les personnes concernées, il leur expliquait l'expérience. Pour résumer, la situation met en scène 3 personnages qui participent à une étude. L'élève, qui doit mémoriser une liste de noms associés à des adjectifs. Par exemple, au début, lui est présentée une liste du style arbre vert, voiture rapide, repas gourmand. Et l'élève doit ensuite dire arbre quand le personnage 2 lui donne l'adjectif vert. Et si l'élève a bon, tout continue comme il faut. Sinon, l'élève reçoit une décharge électrique. Des charges de plus en plus fortes en cas d'erreur répétée. Le personnage 2, c'est l'enseignant, qui dicte les adjectifs à l'élève, vérifie les réponses et envoie la décharge ou non. Et enfin, l'expérimentateur, le scientifique, qui représente officiellement l'autorité. Quand le scientifique reçoit l'enseignant et l'élève dans son bureau au début, un tirage au sort décide qui sera l'élève de l'enseignant et une légère décharge de 45 volts permet d'appréhender la notion du voltage pour chacun. Ensuite, l'élève est placé sur une chaise adaptée aux décharges avec l'expérimentateur et l'enseignant. L'élève est cadenassé sur la chaise qui, elle, est reliée au pupitre électrique de l'enseignant dans une pièce séparée. Dans cette pièce se trouve donc l'enseignant et l'expérimentateur. À chaque expérience, l'élève a bon au début, mais au fur et à mesure des punitions, il se révèle de moins en moins performant jusqu'à ne faire que des erreurs. Dans le cadre de l'étude, donc, l'élève finit par recevoir des décharges électriques croissantes de 45 volts à 450 volts, ce qui vient donc perturber le travail mémoriel. En effet, si l'élève commence à gémir à partir de 75 volts, à 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre, mais le scientifique et l'enseignant continuent l'expérience. À 150 volts, l'élève ne se souvient quasiment plus d'aucune bonne correspondance adjectif-nom et supplie d'être libéré. Toutefois, à partir de ce moment, l'expérience de l'apprentissage est perturbée parce que l'enseignant commence à douter et interroge l'expérimentateur à côté sur l'étude en cours. Il m'a demandé de l'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous prie de continuer, monsieur Despaul. L'expérimentateur rétorque donc méthodiquement: Veuillez continuer, s'il vous plaît. Et si l'enseignant continue à douter, le scientifique persévère: L'expérience exige que vous continuiez. Et si l'enseignant continue, à 270 volts environ, l'élève lance un cri violent pour finir par ne plus répondre du tout à partir de 300 volts. Lorsque l'élève ne répond plus, l'expérimentateur indique qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur et l'expérience se poursuit ainsi jusqu'à 450 volts. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Bon, revenons à la réalité. Est-ce qu'il vous semble normal, vous qui écoutez ce podcast, que des scientifiques universitaires, en 1960, américains, réalisent une telle expérience? Bien évidemment que non. En réalité, il ne s'agit aucunement d'évaluer la mémoire de quiconque, mais bien d'évaluer le degré d'obéissance de l'enseignant devant la dite autorité, le scientifique. La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despaul, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despaul, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Le tirage au sort était truqué, l'expérimentateur et l'élève ne sont que des comédiens et les chocs électriques sont fictifs. Sur les leviers qui devraient actionner le voltage sont écrits des zones de type choc intense, choc extrêmement intense, danger, choc sévère, et à la fin, XXX. Et les phrases sont parfaitement choisies et dictées dans l'ordre. Il y en avait 4. La première, veuillez continuer s'il vous plaît. Ensuite, des phrases qui encadrent l'expérience en elle-même, qui recadrent l'environnement à l'expérience. L'expérience exige que vous continuiez. Troisièmement, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et enfin, une injonction plus directe de l'autorité scientifique. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. L'analyse de l'obéissance de l'enseignant a été évaluée dans différents cadres au cours des 3 années d'expérience. Les principales variantes consistaient à voir l'élève se faire électrocuter, à faire entrer en contact physique le sujet et l'élève durant l'expérience, ou encore à faire administrer par quelqu'un d'autre les chocs. Avant de détailler les résultats de cette étude, on peut préciser que plusieurs psychologues, à l'époque, s'étaient prononcés sur leurs estimations du taux d'obéissance qu'ils pensaient qu'une gramme allait obtenir pendant son expérience. Les plus optimistes suggéraient que personne n'irait jusqu'à administrer la décharge maximale de 450 volts. Les plus pessimistes, quant à eux, tablaient sur 3% d'obéissance. En moyenne, le pronostic des psychologues était que seulement 1% obéirait jusqu'au bout de l'expérience. Tous les scientifiques s'accordaient cependant à dire que la grande majorité des candidats arrêteraient avant d'atteindre des chocs de très forte intensité. Autant vous dire que les résultats obtenus par 1000 grammes ne pouvaient pas plus diverger que les prédictions. Ce qui a été mesuré, c'est que 65% des participants vont jusqu'à administrer le choc le plus élevé de 450 volts, qui pour rappel est désigné par la mention XXX et succède au choc sévère dangereux. Alors ce résultat terrible s'accompagne du deuxième observation, qui est que 100% des candidats ont été jusqu'à 300 volts, ce qui correspond à un choc intense, jugé pire que très fort. À 300 volts, le sujet entend des bruits de tambourinement de l'élève frappant contre le mur. À ce stade, seuls 5 des sujets sur 40 ont désobéi et 35 ont continué. Au total, 14 élèves sur 40 désobéiront avant d'atteindre la charge maximale de 450 volts. Ces résultats concernent l'expérience où le sujet ne voit ni n'entend l'élève. Il entend simplement des frappes sur le mur à partir de 300 volts. Et lorsque le sujet entend des cris d'agonie de l'élève, ou qu'il doit même le toucher, le taux d'obéissance décroît. Lorsque le sujet entend des cris d'agonie, 62,5% des sujets administrent la décharge maximale et ce résultat baisse à 40% lorsqu'il y a un contact visuel et à 30% d'obéissance dans le cas où le sujet doit maintenir de force l'élève. Ce
qu'il faut rappeler également, c'est que les candidats n'ont pas administré des décharges électriques de sang-froid, car la très grande majorité d'entre eux présentaient des signes d'anxiété très marqués, comme des suées, des rires ou des tremblements par exemple. Seuls quelques sujets ont mené l'expérience du début à la fin sans présenter de signes aigus de stress. Ainsi, l'expérience a mis en exergue 2 facteurs d'obéissance. 1. La conviction que la cause est légitime, il ne faut donc pas l'entraver, parce que ça reste une expérience scientifique. 2. L'état agentique, qui est un état de déresponsabilisation, à partir duquel le sujet place sa responsabilité dans les mains de l'autorité, c'est-à-dire faire ce qui va à l'encontre de ses propres valeurs. Cet état agentique, c'est celui qui a été le plus mis en valeur par Milgram et qui est le plus discuté depuis 1960. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. Et enfin, il y a ce qui maintient la soumission à l'autorité, mais aussi à soi-même. Il y a ce qu'on appelle la cascade d'engagement. À partir du moment où le sujet accepte le principe et choisit de participer à l'expérience, l'engagement est déjà présent. Et il est difficile de revenir sur ses décisions. Cela reviendrait à montrer qu'on juge s'être trompé. Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et enfin, il y a une forme de soulagement émotionnel, à travers des manifestations d'anxiété qui permettent à l'individu de se prouver à lui-même qu'il est en désaccord avec l'ordre exécuté, pour ainsi se soulager et continuer à obéir. On peut s'imaginer que c'est comme une forme de soupape de sécurité. Et c'est ainsi ce qui va se passer vers 75 volts, quand l'élève commence à gémir, la majorité des sujets commencent à rire nerveusement. Et c'est une forme de soulagement inconscient, mais forcé. Le rire est une des nombreuses manifestations psychosomatiques déjà relevées par Milgram. Ces manifestations incontrôlables permettent au corps d'évacuer la tension accumulée, comme la transpiration ou des tremblements. Elles sont indépendantes de la volonté. Mais ces rires vont paradoxalement calmer les questionneurs. Pour eux, la situation redevient supportable, au point que certains iront jusqu'au bout, sans aucune réticence. Enfin, d'autres phénomènes sont récurrents, comme la triche, qui canalise l'enseignant vers une action positive, ou quand les cris du comédien deviennent nombreux, vers 300 volts, les sujets parlent sur les cris du soi-disant cobaye, et c'est ce que Milgram a appelé la dérobade, c'est-à-dire que c'est une façon de cacher les conséquences de son acte, de ses actes. Alors la série d'expériences menée par Milgram a 60 ans, mais il y a eu plusieurs variantes qui ont été refaites depuis et qui ont confirmé ces résultats. Il y a notamment une expérience assez célèbre, une expérience télévisée nommée le jeu de la mort, qui a été diffusée sur France 2 et que peut-être les auditeurs peuvent retrouver sur YouTube. Donc cette expérience, elle reprend le protocole de Milgram, mais à plusieurs différences près. L'autorité n'est cette fois plus incarnée par un scientifique, mais par une présentatrice télé, qui était évidemment bien briefée, parce que cette expérience a été quand même préparée pendant 1 an avec une équipe de psychologues, sociologues, psychiatres et autres. Et l'expérience n'a pas eu lieu à huis clos, mais en public, exactement comme une émission télévisée, avec un public d'ailleurs chargé de faire pression sur la candidate. Qu'en pense le public? Dominique, je vais vous remercier. Et enfin, le ou la candidate peut entendre des enregistrements de douleur de l'élève, qui est en réalité un comédien. Non, c'est vraiment insupportable, là. Vous entendez? Vous comprenez ce que je dis? Alors, ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que les scientifiques ont voulu tester la façon dont se conduirait un public devant une situation.
devant une situation mettant en spectacle la mort d'un individu innocent. Et fait troublant lorsque l'expérience s'est déroulée, et alors même que le public n'était pas au courant du fait qu'il s'agissait d'une expérience scientifique, personne ne s'est levé pour crier au scandale et pour s'opposer au spectacle macabre qui se jouait devant leurs yeux. Deuxième fait intéressant et dramatique, c'est que 80% des sujets testés ont été jusqu'à administrer la charge maximale de 450 volts, alors que Milgram avait obtenu un taux d'obéissance de 65%. Donc ça c'est l'une des nombreuses autres variantes, celle qui a été la plus connue, et en plus elle est française. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des expériences qui sont plus ou moins douteuses, qui ont des résultats qui sont aussi intéressants à exploiter, mais sur lesquels il faut faire attention. Notamment une expérience tentée par Killam et Mann en Australie en 1974, où l'exécutant était un homme et l'élève une femme. Il y a eu 25 groupes mixtes, et les résultats ont fait aboutir à un taux d'obéissance à hauteur de 28% quand l'élève du coup était une femme. Cela voudrait donc dire que les hommes auraient beaucoup plus de tolérance et d'empathie ou quelque chose d'autre quand la souffrance revient vers une femme. Alors évidemment, c'est critiquable. Oui, alors ce qu'on peut reprocher, d'ailleurs ce qui a été reproché à ces expériences, qui sont par ailleurs très, très éclairantes sur le comportement humain, c'est l'éthique de ces expériences. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ces expériences peuvent laisser des séquelles sur les sujets. Savoir qu'on aurait été prêt à tuer quelqu'un juste parce qu'une autorité légitime, jugée légitime, nous l'a ordonné, c'est quelque chose qui peut abîmer très sérieusement la vision que les individus ont d'eux-mêmes. Du moins, c'est ce qui a été reproché à l'expérience. Alors évidemment, on peut juger que c'est, comme tu le dis Guillaume, que c'est pas nécessairement éthique, mais dans ma vision des choses, c'est une forme de petit mal pour un plus grand bien. Parce que avec Milgram ou avec Jean-Léon Beauvois, et même avec les autres expérimentateurs, il y a eu quand même un ensemble de feedback qui ont permis de révéler que c'était pas nécessairement traumatisant. Notamment, il y a eu une étude réalisée par Olivier Caudoux et David Védis qui s'intitule « Milgram du laboratoire à la télévision, enjeux éthiques, politiques et scientifiques » dans les cahiers internationaux de psychologie sociale en 2011, qui dit que si le stress généré est objectivement d'un niveau élevé dans ce type d'expérimentation, il ne peut pas être considéré comme suffisant au rejet d'études d'un phénomène, et que contrairement au dire, il n'existe pas de preuve tangible de traumatisme sur long terme dû à ces expérimentations avec Milgram, et que dans le cas de l'expérience du jeu de la mort, un questionnaire a été transmis aux participants 1 mois après la passation, et ils se sont déclarés satisfaits de leur participation au projet, selon Jean-Léon Beauvois en 2010. Et même il y a eu, il me semble, mais là je saurais affirmer, une émission, une forme de documentaire, une forme de seconde partie, qui présente justement on va dire les coulisses de cette expérience et les feedbacks qui ont été recensés. En tout cas, ces expériences et ces variantes ont eu le mérite de mettre en lumière plusieurs mécanismes psychologiques pouvant conduire un individu à obéir à des ordres immoraux. Et lorsque l'on repense à l'horreur du régime nazi, au regard de l'expérience de Milgram cette fois, on comprend mieux comment tant d'hommes et de femmes se sont retrouvés à obéir à des ordres inhumains. Comme qui dirait, l'ignorance est mère de tous les maux et le savoir est une arme. Maintenant, nous savons. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Pensée incandescente. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou à nous contacter directement sur la page Facebook de Pensée incandescente. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour faire fonctionner tous ensemble notre esprit critique et approfondir un autre sujet.